Sens Public continue avec notre semaine spéciale énergie. Hier, on débattait de l'avenir du nucléaire. Demain, on découvrira les énergies du futur. Et ce soir, on ouvre le dossier éolienne, brique indispensable de la transition écologique pour les uns, aberration visuelle, sonore et économique pour les autres. Avant d'entendre nos experts, c'est un reportage que je vous propose tout de suite. À Saint-Nazaire, c'est là qu'Emmanuel Macron a inauguré le mois dernier le premier parc éolien maritime de France. Il produira 20% de la consommation énergétique de Loire-Atlantique. Reportage signé Audrey Vetaz. Il faut faire 15 km de bateau pour approcher ces 80 géants d'acier de 210 mètres de haut. Nous sommes au large de Saint-Nazaire, au milieu du tout premier parc éolien offshore de France, qui voit enfin le jour après 14 longues années de projet et plus de 2500 réunions publiques. À terme, il produira 20% de la consommation électrique du département de Loire-Atlantique. On avait un grand nombre de défis sur le parc éolien, des défis techniques et des défis qui n'échappent à personne. C'était que c'est le premier parc éolien en mer de France. Donc effectivement, on a, je dirais, ouvert beaucoup de voies, que ce soit réglementaire, humaine. Arriver à inscrire un parc éolien dans un horizon de vie, c'est quelque chose qui prend du temps. La réalité aujourd'hui est visible. Elle est bien évidemment, et j'en suis très heureux, conforme à ce qui avait été imaginé il y a des années. Emmanuel Macron lui-même, en visite sur ce tout nouveau parc, a salué un jour heureux avant d'annoncer une accélération de la France sur l'éolien en mer. Le président voudrait 50 parcs comme celui-ci d'ici 2050 et il y a beaucoup d'enseignements à tirer du chantier de Saint-Nazaire. Sur l'environnement d'abord, les associations de protection de la nature disent avoir été écoutées, notamment sur le métal utilisé pour protéger l'éolienne sous l'eau. Le premier sélectionné était toxique pour les cétacés. Et donc on a changé de méthodologie, EDF a accepté de changer de méthodologie au vu des alertes portées par les gens des cétacés et de la pêche. Donc on a été relativement entendu et on a bien été dans la réduction des impacts. L'évitement aurait constitué à ne pas faire le parc. La prévention a quand même été de prendre en compte ces impacts et de créer des alternatives. Vous diriez que c'était un chantier modèle ou pas ? C'était un chantier pilote, je dirais. Modèle, on verra si le modèle est suivi et si on peut améliorer le modèle. La petite commune touristique de Basse-sur-Mer a aussi des idées pour améliorer le modèle. Son paysage est l'un des plus chamboulés par les éoliennes. Sur ce qui s'appelait la côte sauvage, on les voit beaucoup. Sur le paysage, ça impacte énormément. Je dirais même la nuit plus que dans la journée, parce que la nuit, il y a des petits clignotants rouges ou blancs. Mais comme un comble, Basse-sur-Mer est l'une des municipalités qui percevra le moins d'aides compensatoires, car elles sont calculées sur le nombre d'habitants à l'année, 2880, contre 18 000 l'été. La commune compte de très nombreuses résidences secondaires qui ne sont pas prises en compte dans les indemnités. Le parc éolien en soi, c'est une très bonne chose. La seule chose que je regrette, c'est les indemnisations. Moi, j'espère simplement que l'enveloppe va peut-être être un peu plus importante et qu'on tiendra compte effectivement des résidences secondaires. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus juste, quoi. Le président a promis que la question des indemnités serait repensée dans le projet de loi énergie renouvelable qui arrive au Parlement. Notre semaine spéciale énergie dans Sens Public. Je vous présente les invités de ce débat. Françoise Gatel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice Union centriste d'Ille-et-Vilaine. Ronan Dantec, bonsoir, sénateur du groupe écologiste de Loire-Atlantique, sénateur de Loire-Atlantique. Michel Gioria, bonjour. Bonsoir. Bienvenue, délégué général de France Énergie Éolienne. Avec nous également en duplex, Jean-Marie Virly, qui est maire d'Époisses, département Côte d'Or, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. On va avoir votre vécu d'élu local. Mathieu Croissando, éditorialiste politique, évidemment, est resté à mes côtés. Peut-être pour commencer une réaction à notre reportage donc sur l'éolien offshore ou l'éolien maritime en bon français. Françoise Gatel, vous dites quoi enfin la France rattrape son retard ou alors attention au déploiement de cet éolien maritime ? Attention au déploiement tout court, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de tensions de la part des élus locaux, la population qui rejette, parce qu'on a un vrai problème. C'est-à-dire on laisse les choses se faire au fil du temps, parce qu'il y a aussi des opportunités financières pour un certain nombre d'opérateurs et de propriétaires, en tout cas sur l'éolienne
sur Terre et on n'a pas de stratégie. Et que donc on se crée un tas de difficultés. Et moi, j'espère que la loi qui arrive va permettre d'avoir une vraie stratégie de développement à une échelle qui soit pertinente, qui ait beaucoup de pédagogie et d'explication auprès des élus locaux, et notamment les maires qui se retrouvent entre l'enclume et le marteau et qui prennent un peu des coups de la part de tout le monde, soit les favorables aux éoliennes ou ceux qui ne le sont pas. Oui, on verra que sur le terrain, c'est effectivement souvent source de tensions, même à l'intérieur même parmi les habitants d'une même ville. Ronan Dantec, la France, je reste sur l'éolien maritime pour l'instant. Elle reste très en retard si on regarde les voisins britanniques, allemands, belges, néerlandais. Pourquoi ? Comment ça s'explique ? On a fait les choses à l'envers ? C'est quoi par dogmatisme. Je crois que la France était enferrée dans le mythe du nucléaire, a mis effectivement la capacité d'investissement économique national dans le nucléaire et n'a pas vu que le monde avait changé. Et qu'on se retrouve aujourd'hui, nous, avec une électricité intermittente, ça s'appelle le nucléaire, la moitié des réacteurs en rade. Et que ailleurs, aujourd'hui, il faut les derniers parcs maritimes danois, c'est 42 € le mégawattheure. Si on ne rattrape pas le retard, les électro-intensifs français partiront ou achèteront de l'électricité venant d'Écosse ou du nord de l'Europe. Et jamais, même avec les réacteurs dans 15-20 ans, on ne produira à ces tarifs-là. Donc c'est vraiment l'avenir de l'industrie française qui est en train de se jouer dans le fait de rattraper le retard, notamment sur l'éolien maritime. Je voudrais revenir sur la méthode, Michel Gioria, parce que je crois savoir que les Britanniques, ils ont commencé par définir nationalement toutes les zones où on pourrait développer l'éolien maritime, c'est-à-dire consultation des riverains, des élus, grande enquête publique en quelque sorte, avant de donner les concessions aux entreprises. C'est pas du tout ce qu'on fait en France. Alors, c'est pas du tout ce qu'on fait en France, et nous, c'est ce qu'on appelle de nos vœux depuis plusieurs années, puisqu'en fait, quand on regarde l'explication du retard français, puisqu'effectivement, au cours des 10 dernières années, 5700 éoliennes ont été installées en Europe, Royaume-Uni, Danemark, Belgique, Pays-Bas, donc en Europe, 5700 en mer, du coup. Et en fait, la grosse différence, c'est la planification. Donc c'est un mot qu'on avait oublié, c'est quelque chose qu'on a su parfaitement faire jusqu'au milieu des années 80 sur tout un tas de sujets en France, le TGV, Internet, le Minitel, la fibre encore récemment. Et en fait, sur les énergies renouvelables et globalement sur la transition énergétique, on ne l'a pas fait. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, toutes les composantes de la politique énergétique française aujourd'hui sont en retard. On est en retard sur l'efficacité énergétique et la sobriété, on est en retard sur toutes les énergies renouvelables et on est en retard sur le nouveau nucléaire. Donc en fait, on ne peut même pas dire à un moment donné, il y a quelque chose qu'on a réussi. Non, on est en retard sur tout. Donc sur l'éolien en mer, nous ce qu'on demande, et pour le coup c'est important parce que la loi d'accélération le met en avant, on demande de définir finement et pas pour 5 ans, pour 15 ans, pour donner de la visibilité à tout le monde, dire, voilà, en fait, pour des questions environnementales, quand on croise les pêcheurs, le transport maritime, le tourisme, les questions de raccordement, les 20 parcs qu'il va falloir qu'on construise en 2035 et les 50 d'ici 2050, où on doit les mettre et pourquoi. Mais Françoise Gatel, si on essaye de prendre des exemples, peut-être dans votre département d'Ille-et-Vilaine, cette histoire de concertation, d'ordre des choses, vous voyez, avant de lancer un projet d'éolien, par exemple d'éolien maritime, est-ce que c'est forcément... est-ce que la consultation est suffisante, quoi ? Sur quelle expérience vous pouvez vous accrocher pour nous dire ça marche ou ça marche pas ? Je pense que la concertation, elle est indispensable et nécessaire. En Bretagne, on a le parc éolien de Saint-Brieuc. Parce que les choses durent très longtemps, qu'on n'a pas expliqué aux gens l'enjeu des énergies renouvelables, l'efficacité, ce que ça allait produire, et qu'on fait les choses comme ça, il n'y a pas d'acceptabilité. Et c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, on se paye des problèmes insolubles parfois de la part de la population et des élus, parce qu'on n'a pas expliqué, on n'a pas de stratégie. Le jour où on a électrifié ce pays, enfin moi j'étais pas née, mais il y a bien quelqu'un qui a dit qu'il y a un modèle de développement, voilà comment on le fait, voilà jusqu'où on va aller et à quoi ça sert. Or aujourd'hui, et on va voir dans les débats qui vont avoir lieu au Sénat, comment on va se retrouver empêtré
par des mini-problèmes qu'on s'est causés parce qu'on n'a pas mis de la méthode qu'il fallait. Et on va voir les questions des élus locaux qui vont dire « Ah non, mais moi, je veux un droit de veto, etc. » On va en parler, évidemment. Voilà. Et donc, je pense qu'il est urgent aujourd'hui. Alors, moi, j'aime bien regarder les choses de manière positive. Maintenant, posons-nous. Il y a ce projet de loi qui, j'espère, va nous amener à avoir une stratégie, une planification à accélérer, à avoir de l'acceptabilité. Bon, allez, j'élargis. On a passé un peu de temps sur le maritime, mais là, l'éolien en général, et on va plus se concentrer sur l'éolien terrestre. Et je me tourne vers Jean-Marie Virly. Voilà, je rappelle que vous êtes maire d'Époisses, dans votre ville, et peut-être autour, en Côte d'Or. Est-ce qu'il y a beaucoup d'éoliennes aujourd'hui? C'est quoi la situation et l'acceptation, puisqu'on est sur cette question-là? Alors, dans notre secteur, effectivement, on a beaucoup d'éoliennes, en particulier sur Lyon et le nord de Côte d'Or, des éoliennes qui sont situées, et on en a maintenant des centaines, bien évidemment. Et vous venez de parler de l'acceptabilité. L'acceptabilité évolue énormément de ces derniers mois. Simplement parce que, comme ça vient d'être dit à juste titre, on n'a pas assez expliqué et surtout les explications étaient un petit peu fausses, a priori. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On nous a dit qu'il faut mettre des éoliennes. Il faut accepter des éoliennes parce qu'on a besoin d'électricité et on nous explique maintenant qu'on ne va pas avoir d'électricité et qu'on va passer un hiver difficile. Donc il faut comprendre que ce n'est pas très simple à accepter a priori. Et on est dans cette difficulté d'explication et aujourd'hui la population s'est un peu retournée et l'acceptabilité qui avait été un peu plus ou moins forcée pour des problèmes financiers il y a quelques années. Aujourd'hui, les populations se révoltent et ne comprennent plus très bien ce que Pardon de vous interrompre. Je vais vous redonner la parole plusieurs fois dans ce débat, évidemment, mais est-ce qu'il y a un côté un peu la campagne contre les villes? Est-ce que vous réclamez une meilleure répartition territoriale de ces éoliennes terrestres? Bien sûr, c'est tout à fait évident. Ce qu'on comprend, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais on voit bien que les décisions sont prises par des gens de la ville qui imposent des décisions à la campagne. Donc on est toujours, nous, en train de se dire, attendez, c'est peut-être à nous de savoir un petit peu où est-ce qu'il faut les mettre et si on a besoin de les mettre a priori. Sachant que, je le répète, l'information et les explications ont toujours été énormément erronées. Je vais vous donner un deuxième exemple. On nous explique que si vous installez un parc éolien sur votre commune, vous allez pouvoir alimenter en électricité 1000, 2000, 3000 personnes suivant la capacité installée. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on constate qu'on va nous couper l'électricité dans nos villages. Donc, les gens, on ne leur a pas expliqué ce que ça voulait dire. Et évidemment, ils se révoltent en disant, attendez, on confond la puissance et on confond... Il y a une part de conjoncturel qui est liée à la crise énergétique actuelle. Et puis, il y a les questions beaucoup plus structurelles. Je reviens vers vous dans un instant. Pardon de vous interrompre, Jean-Marie Virly, mais je vous redonnerai la parole, évidemment, plusieurs fois. On va se poser un instant, Mathieu, pour voir et peut-être que ça complique d'ailleurs sérieusement les choses. Les éoliennes, c'est devenu un enjeu du débat politique national. Oui, parce qu'elles ont toujours été un débat au plan local, on le voit bien, mais elles sont devenues en quelques années un sujet de polémique qui a même fait éruption dans la dernière campagne présidentielle et c'est devenu un sujet de débat et d'empoignade national. Le premier parti à s'en saisir, ça a été le Front National devenu Rassemblement National, qui est parti vent debout, si j'ose dire, contre les éoliennes, dès les premières implantations en disant il est inconcevable de détruire au nom de l'écologie le cadre de vie de nos concitoyens. Voilà, ça a été le mantra de Marine Le Pen, qui jugeait également les éoliennes inefficaces et contre-productive. À l'automne 2021, elle est à l'époque candidate du Rassemblement National à la présidentielle. Elle revendique une écologie de la joie de vivre, je le rappelle, et elle promet un moratoire et annonce son souhait de démonter les éoliennes. Alors la nouvelle fait polémique, les associations soulignent le coût astronomique de l'opération, le côté complètement contre-intuitif et doutent même de sa faisabilité. Et qu'est-ce qu'elle dit, Marine Le Pen? Elle précise dans son programme: nous lancerons le démantèlement progressif des sites en commençant par ceux qui arrivent en fin de vie. Petite phrase qui, je trouve, ressemble énormément à ce que disent les opposants au nucléaire et qui disent on démantèlera les centrales en commençant par les plus vieilles, voilà, celles qui sont en fin de vie. Jusqu'au bout, en fait, elle en fera un thème de campagne, un argument de campagne, quitte à se prendre les pieds un peu dans le tapis lors de son débat d'entre-deux tours, vous vous souvenez, face à Emmanuel Macron, où elle reprochera au président de la République de vouloir mettre des éoliennes en mer partout, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, où le couple présidentiel possède sa résidence secondaire. Un propos qui sera démenti d'ailleurs par le maire de la commune LR, Daniel Fasquelle. Alors, Marine
Le Pen, elle a peut-être été la première, mais c'est pas la seule à en avoir fait un cheval de bataille. Non, parce que qui lui a emboîté le pas derrière? Une très grande partie de la droite, des Républicains, Xavier Bertrand en tête, on se souvient l'an dernier, alors qui est confronté dans les Hauts-de-France, mais comme d'autres présidents de région, ou encore Éric Zemmour, quand il avait fait sa bête noire. Je veux dire tout le mal que je pense des éoliennes, à la fois pour la santé des gens, à la fois pour la beauté des paysages, disait le polémiste, qui les qualifie de catastrophe encore aujourd'hui. Et du coup, l'éolienne est devenue, d'une certaine façon, je trouve, un marqueur politique. Si vous êtes de gauche, vous êtes forcément pour les éoliennes. Vous êtes de droite, vous êtes en train de devenir forcément contre les éoliennes. Pourquoi cet acharnement? Il y a les arguments qu'on a cités sur la dénaturation des paysages, sur la remise en cause de leur efficacité, à cause de leur intermittence, mais aussi sur la critique de leur coût environnemental. C'est quelque chose qui revient souvent, les matériaux qu'on utilise pour les construire. Mais au-delà de leur seule fonction, je trouve, le combat contre l'éolienne est devenu un symbole. Vous l'avez dit un peu, celui des petits qui n'ont pas leur mot à dire contre les gros qui décident, celui des campagnes contre les villes, celui évidemment des ruraux contre Paris, enfin province capitale, région capitale, celui de la défense du terroir, du patrimoine, celui de la France d'hier qui rassure contre celle de demain qui fait peur. Bref, de source d'énergie renouvelable, l'éolienne est devenue un moulin à vent populiste, d'une certaine façon, pour certains, et c'est assez inquiétant. Michel Giria, vous êtes au cœur de ce combat, finalement. Alors, tout à fait. Ça complique. Est-ce que je disais, plus ça devient national, plus c'est compliqué d'avancer? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Parce qu'on peut aussi dire qu'il va y avoir là un plan d'investissement, des leviers qui vont se mettre enfin à l'œuvre, quoi. D'abord, moi je partage complètement le constat qui est de dire que effectivement l'éolien, et d'ailleurs quand on regarde bien petit à petit une bonne partie des autres énergies renouvelables, regardez l'évolution du discours de Marine Le Pen juste avant le premier tour de la présidentielle qui dit éolien, puis petit à petit photovoltaïque, et puis j'ouvre sur la rénovation des bâtiments, et puis j'ouvre sur le véhicule électrique, etc. Bon, donc en fait il y a effectivement cet enjeu-là qui est en fait un espèce de frein au changement. Bon, néanmoins quand on veut expliquer du changement, quand on veut accompagner les personnes dans le changement, il faut l'expliquer. Et là, je rejoins parfaitement à la fois Monsieur le maire et Madame la sénatrice sur le fait que aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, on a pêché, sur l'explication du sens. Vous en prenez votre part d'ailleurs. De la transition. Les entreprises de l'éolien aussi. Alors, nous, il y a deux choses. Nous, on est un acteur qui accompagne la mise en œuvre d'une politique publique. C'est-à-dire qu'on va accompagner le développement d'une filière, notamment éolienne, mais en mer, c'est l'État qui définit les zones, et sur terre, c'est l'État qui donne les permis. C'est pas nous qui définissons où nous nous mettons. Bon, donc il est important que l'État, qui est le régulateur du système, ait une parole claire sur les énergies renouvelables, d'une manière générale, et sur la transition énergétique. Pardon, mais c'est qui l'État en l'occurrence? C'est un bureau des éoliennes, pour le coup, en mer, c'est le préfet localement. Pour les éoliennes sur terre, c'est le préfet localement, et pour les éoliennes en mer, pour le coup, c'est le ministère de la Transition écologique, donc la Direction générale de l'énergie et du climat. Et il y a un point qui est vraiment essentiel là-dessus, c'est que là, la loi va arriver. Et il est essentiel que cette loi ne soit pas une loi pour ou contre les énergies renouvelables. Sinon, on passera à côté de l'enjeu de la transition, mais qui est une loi sur comment on réussit le déploiement des énergies renouvelables en France. Pour mémoire, il n'y a aucun autre moyen de produire de l'électricité entre 2022 et 2035. Aucun. On ne sait pas produire plus d'électricité pendant les 15 années qui arrivent sans autre chose que des énergies renouvelables. S'il y a un mix énergétique, centrale nucléaire, énergie renouvelable. On n'en crée pas. On ne va pas créer de nouvelles centrales nucléaires qui vont marcher avant 2035. On peut rouvrir le charbon. Ça, c'est votre sens de la provocation. Pour le coup, juste pour boucler là-dessus, pendant le débat, on a évidemment été écouter les personnes qui étaient contre les éoliennes et contre. Et en fait, quand on leur disait, mais du coup, qu'est-ce que vous faites? Ils nous répondaient du gaz. Oui, non mais d'accord. Mais si on décide aujourd'hui d'un projet de parc éolien terrestre, il ne va pas se construire en 20 minutes. Ça prend quand même du temps. Peut-être un peu moins qu'une centrale nucléaire, mais ça prend quand même du temps. Aujourd'hui en France, il faut à peu près 6 ans. Oui, bon. En Europe, sans les recours. Non, en tout. En Europe, il faut 3 ans. D'accord. Alors, on va parler. Il y a plein de questions qui restent à aborder dans ce débat, notamment effectivement le pouvoir des maires, le zonage, c'est-à-dire à quel endroit d'une commune on décide d'installer ou non les éoliennes. Et il y a donc cette loi qui arrive. Je propose à Audrey Vétas de nous rejoindre tout de suite. Rebonsoir Audrey. Donc, texte du gouvernement pour
accéléré sur les renouvelables et donc sur l'éolien qui est examiné au Sénat la semaine prochaine. Alors, il y a des amendements déposés par certains sénateurs LR qui risquent de poser problème. Expliquez-nous. Oui, le premier devrait permettre aux conseils municipaux d'avoir un droit de blocage ou de veto contre l'implantation d'éoliennes. Il faudrait aussi l'accord de toutes les communes concernées par le projet pour qu'il puisse se faire. Vous voyez, on est plus sur un coup de frein qu'un coup d'accélérateur. Autre idée d'une vingtaine de sénateurs LR, ils proposent de laisser la possibilité aux régions d'augmenter la distance minimum de 500 mètres qui doit séparer un mât d'éolienne d'une zone habitée. Pour défendre leur amendement, les sénateurs pas socialistes du tout, disent travailler à une meilleure acceptation de ces éoliennes par les élus locaux. On le sait, c'est un sujet qui exacerbe les tensions. Beaucoup de maires s'inquiètent des nuisances que cela peut causer sur leur territoire. Et ce n'est pas la première fois que ces sénateurs tentent de faire passer un tel amendement. Non, ils ont déjà essayé de faire passer 2 fois ce droit de veto des maires lors du précédent quinquennat, lors du projet de loi sur la décentralisation et plus récemment sur le projet de loi climat. Vous étiez tout à fait contre, monsieur Dantec. Écoutez leurs arguments par la voix du sénateur Les Républicains Didier Mandelli, c'était en 2021. Sans doute que nous avons eu un effet balancier beaucoup trop important, avec un développement anarchique des éoliennes, sans aucune concertation, sans que les élus locaux puissent dire leurs mots sur ces implantations potentielles. Et moi, le paysage, c'est un patrimoine commun, naturel, que chacun d'entre nous doit pouvoir apprécier. À l'époque, le gouvernement n'y était déjà pas du tout favorable. Écoutez. Si on donne des droits de veto, ça veut dire que quelque part, on n'incite pas à cette concertation et au fait qu'on trouve des solutions ensemble. Un droit de veto, ça peut entraîner, alors dans certains endroits ça va bien se passer, mais dans d'autres endroits ça peut entraîner tout simplement du NIMBY, c'est-à-dire pas chez moi. Des amendements qui ont toujours été retoqués en dernière lecture par l'Assemblée nationale. Oui, mais voilà, cette année, le gouvernement n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée, je vous apprends rien. Et il va donc falloir aller chercher les voix des LR, peut-être trouver un juste milieu entre le coup de frein et le coup d'accélérateur. Merci Audrey. NIMBY pour Not in my backyard. Effectivement, pas de ça chez moi. Jean-Marie Virly, est-ce que vous voulez d'un droit de veto, vous, par exemple, pour décider ou pas d'installer des éoliennes sur votre commune, ou alors d'empêcher la commune voisine d'en installer? Alors, un droit de veto, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut en définir les limites a priori. Ce que l'on souhaite, nous, c'est 2 trucs fondamentaux. Le premier, c'est qu'on nous explique pourquoi il faut mettre des éoliennes et qu'on nous l'explique de façon à ce qu'on le comprenne. Et je vais vous donner des exemples par rapport à ça. Et le deuxième point, c'est qu'on souhaite être au moins concerté et qu'on imagine une entité qui puisse permettre de dire que là, non, c'est non. Alors, je vais donner des exemples très concrets. Aujourd'hui, sur ma commune, on dit qu'on a le pouvoir sur les éoliennes. Moi, j'interdis toute construction de plus de 15 mètres et il y a des gens qui viennent me mettre un truc de 240 mètres à côté de chez moi. C'est quand même un petit peu bizarre. Le deuxième point, c'est que le mitage et puis surtout le nombre d'éoliennes qui poussent tout partout dans notre secteur monte les gens contre la répartition des éoliennes sur la répartition nationale. Bon, et puis après, si on réfléchit, si on essaie de nous expliquer et qu'on nous demande à quoi servent les éoliennes. Alors on nous dit que les éoliennes, bien évidemment, c'est pour produire de l'électricité correspondant. Et là, tout le monde comprend aujourd'hui, y compris ces derniers mois, que l'Allemagne, qui a mis 4 fois plus d'éoliennes que nous sur son territoire, aujourd'hui a des problèmes d'électricité. Donc vous voyez que c'est vrai que ce que je vous dis est au premier degré, mais le premier degré a du sens ici. Alors après, on nous expliquait, et là, on nous expliquait longuement, nous prenant, nous, les gens de la campagne, un peu pour des tordus, de dire qu'il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Or, en parallèle, on nous explique que de mettre des éoliennes et de l'intermittence, ça va permettre d'économiser des tonnes de gaz, d'oxyde de carbone. Oui, mais sauf qu'on ne nous a jamais dit par rapport à quoi on compare. Les gens aujourd'hui ont tous Internet, ils comprennent bien que si c'est pour mettre des éoliennes pour remplacer du nucléaire, on ne voit pas très bien ce qu'on gagne a priori. Alors, voilà, je vous redonne la parole dans un instant. J'essaie de faire en sorte que tout le monde puisse parler et que les temps de parole ne soient pas trop longs. Merci beaucoup, Jean-Marie Virly. Ce qui est intéressant quand même, Ronan Dantec, on en revient à ce que vous disiez les uns et les autres, c'est une sorte de confusion des esprits. Ça, c'est ce que je retiens. Parce que quoi, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de consensus scientifique, en fait ? Si, en fait, c'est le débat politique en France aujourd'hui. Il n'y a plus de débat politique structuré en France, quel que soit le sujet, où on est dans un monde d'affirmation, on peut dire blanc, noir, et comme effectivement, il n'y a pas de juge de paix pour dire, ben non, là c'est blanc, ou là c'est noir, ou là c'est bleu, et le débat sur l'éolien est terrifiant, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Et donc, on n'arrive pas, je crois, aujourd'hui, à avoir des débats politiques un peu structurés, avec des éléments assez simple. Le prix, par exemple, c'est quand même simple. Aujourd'hui, le bouclier tarifaire français, y compris demain, le bouclier tarifaire pour les petites collectivités qui ont des prix de l'énergie multipliés par 3 ou par 4, est payé par les énergies renouvelables. Puisque les énergies renouvelables, aujourd'hui, vendent sur le marché à 200, 300, 400 euros, alors qu'elles ont des contrats par la commission de régulation à 70, 80 euros. Ben, le reste, les 200, 300 euros, sont reversés à l'État. Qui le dit ? C'est des milliards aujourd'hui qui sont reversés à l'État et finalement le bouclier tarifaire, c'est le renouvelable qui le paye. Ça, c'est un fait simple et là, les flux financiers sont faciles à tracer, on ne le dit pas. Mais je crois quand même que là, il y a des points, il faut écouter effectivement. Il y a ceux qui sont contre le développement des renouvelables parce qu'il y a un dogme nucléaire et le lobby nucléaire s'est battu en France depuis les années 70 contre le développement des renouvelables, ce qui fait qu'on a cumulé beaucoup de retard. Et là, il y a une responsabilité effectivement de ce lobby nucléaire. Mais je crois qu'effectivement, le mode de développement de l'éolien a fait que finalement, l'État n'a pas pris ses responsabilités de planification pour la même raison. C'est-à-dire que c'est la première loi où on assume de dire la seule solution pour la France, pour garder son industrie, pour que les ménages ne payent pas très très cher leur électricité, c'est le renouvelable. C'est la première fois. Mais du coup, comme il n'y a pas eu de planification, parce que l'État n'assumait pas le développement du renouvelable, ne voulait pas le dire, eh ben, c'est les développeurs qui étaient en concurrence et on a effectivement un déséquilibre d'implantation sur le territoire. J'entends tous ces arguments, mais quand même, il y a quand même énormément de témoignages de maires qui racontent que dans la commune d'à côté, il y a des éoliennes qui ont été installées. Je me tourne vers vous, Françoise Gatel, et que finalement, ceux qui les voient, ce sont les habitants de la commune où il n'y a pas d'éoliennes. C'est une réalité, ça. Donc ça pose la question du zonage et quand même, j'y reviens, du droit de veto. Est-ce que vous y êtes favorable à ce droit de veto ? Et deux, si vous n'y êtes pas favorable, qu'est-ce qu'on met à la place, quoi ? On a déjà répondu à cette question. Enfin, je veux dire, il existe dans une loi qui s'appelle 3DS, qui est très récente, une solution qui, je crois, après le diagnostic juste que pose monsieur Mandelli, a apporté la solution. Et je rappelle qu'on a eu un embryon de planification qui était assez remarquable et qui a disparu. C'était l'obligation dans les schémas de cohérence territoriale, donc ces documents d'urbanisme à une échelle de 20, 30 ou 50 communes, de faire un zonage de l'éolien. C'est-à-dire, on faisait une étude technique pour savoir la production de l'éolienne, l'efficacité du vent, et on devrait avoir ça dans nos documents. Tout ça, ça a disparu. Et ensuite, on a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, le droit de veto du maire, c'est très gentil, c'est le maire sur la commune duquel vient s'installer l'éolienne, mais qui va brasser de l'air, si je puis dire, excusez-moi, sur la commune voisine. Donc ça énerve tout le monde. Mais que la réponse, c'est pas le veto. Parce que le veto, ça veut dire que le maire, il se prend une responsabilité, le pauvre malheureux, il se retrouve entre les pour et les contre, donc il est sûr de prendre des coups. Et ensuite, juridiquement, qu'est-ce qui se passe au tribunal quand le promoteur, il va faire un recours ? Le juge dit oui, il y a un veto du maire, mais on ne sait pas pourquoi. Donc ça ne tient pas. Et nous, on a trouvé une solution. Donc vous dites que les maires n'ont pas forcément les compétences techniques, ou on leur donne pas suffisamment d'éléments pour pouvoir dire je mets un veto ou pas. C'est une fausse bonne idée. Je veux dire, on fait peser sur le maire un truc énorme. Et sincèrement, on a déjà trouvé une idée. Ça existe dans le texte 3DS, puisqu'il y avait déjà cette histoire de veto, et on a trouvé une solution qui est un truc que moi je trouve bien. Alors c'est à l'échelle de la commune ou de l'interco. Ça n'empêche pas le volet stratégique de développement, mais il y a un truc tout bête qui est le maire ou le président de l'interco a la compétence en matière d'urbanisme. Il décide d'entreprendre une procédure très simple. C'est une modification simplifiée de son document d'urbanisme. Ça prend 6 mois. Et vous avez une concertation parce qu'il y a une enquête publique. Donc vous avez un commissaire enquêteur. Vous consultez les communes voisines et vous définissez
sur le territoire de votre commune, là où vous pouvez mettre de l'éolien. Moi, ça me semble être beaucoup plus sécurisant qu'un droit de veto. Vous mettez entre les maires une arme à feu qui se retourne contre lui. Mais ça existe dans la loi. Pardon, j'ai une question naïve, mais on dit qu'il faut répartir les éoliennes sur tout le territoire. Mais est-ce qu'il ne faut pas surtout les mettre là où il y a du vent? Ou est-ce que maintenant ça tourne quand il n'y a pas de vent? C'est une question débile. Mais... Non, c'est une vraie bonne question. C'est la question. C'est une vraie bonne question. Nous, ce qu'on pousse pour le coup, c'est plusieurs choses. Premièrement, on dit en fait, il faut beaucoup plus largement que c'est le cas aujourd'hui, ouvrir des zones au développement de l'éolien, en hiérarchisant les enjeux dans différents endroits pour éviter les phénomènes de concentration. Ça, quelles que soient les énergies renouvelables desquelles on parle, photovoltaïque, éolien, méthanisation, à partir du moment où vous avez des phénomènes de concentration à un endroit donné, vous avez des phénomènes de rejet. Bon, ça c'est ce qu'on apprend de 20 ans de politique énergétique en France, autour des énergies renouvelables. Bon, donc on l'a appris, on l'a compris, du coup maintenant, ouvrons l'espace, premier sujet. Deuxième sujet, il y a des mécanismes incitatifs qui permettent de dire, écoutez, nous, on vous encourage à vous mettre à un endroit où il y a effectivement un peu moins de vent, mais avec les éoliennes d'aujourd'hui, on est capable de produire avec un tarif dit de complément de rémunération peut-être un peu plus élevé pour équilibrer votre projet. Nous, ça fait plusieurs années qu'on pousse ça, qu'on dit, écoutez, il faut sortir de ces phénomènes de concentration. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pas dans la loi, parce que manifestement, on peut le faire avec pas besoin de législatif, on peut le faire avec un cadre réglementaire. Allons-y, fonçons. Et dernier sujet qui est vraiment essentiel, pour le coup, dans tous ces débats sur est-ce qu'il faut des ENR, pas d'ENR, du nucléaire, pas nucléaire, etc., il y a un travail extraordinaire qui a été fait par RTE. RTE, il y a 1 an, a sorti un travail extraordinaire, 6 scénarios pour permettre à la France d'atteindre la neutralité carbone. Bon, ces 6 scénarios, ils vous donnent le champ des possibles. Et tous vous disent, quel que soit le niveau de relance du nucléaire, y compris dans des scénarios très forts de relance du nucléaire, 14 EPR, 8 SMR, etc., etc. Donc, ce qui est quand même conséquent. Et prolongement à 60 ans. Quel que soit le scénario, il y a besoin d'éolien. Il y a besoin d'éolien. Sinon, vous ne tenez pas le truc, en fait. On est d'accord là-dessus. Et donc, ça repose la question de l'acceptabilité. Je reviens vers vous, Jean-Marie Virly. Que vous disent les habitants des Poisses qui y sont hostiles? C'est quoi leurs craintes? C'est quoi leurs interrogations? Alors, le premier débat, ceux qui sont hostiles, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance a un peu évolué et ils sont hostiles parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on en met et à quoi ça sert. Je le répète, aujourd'hui, on est un certain nombre à imaginer que c'est inutile de remettre des éoliennes terrestres en ce moment en France compte tenu de leur intermittence. Le deuxième élément, c'est le paysage. Il faut que les gens de la ville, je suis un peu dur, mais il faut que les gens de la ville comprennent ce qu'est le paysage. Le paysage, alors, dans nos territoires, dans les terres, la caractéristique principale du paysage, c'est le calme, la sérénité. Mettre des éléments qui bougent tout le temps dans un espace dont la caractéristique principale est la sérénité, forcément, comme le disait tout à l'heure dans le reportage, le paysage est chamboulé et la vie est chamboulée. On préfère nous entendre siffler le vent dans les feuilles que d'entendre le vent siffler dans les éoliennes. C'est tout à fait clair. Alors, s'ajoutent en ce moment des problèmes de santé sur lesquels personne ne nous dit clairement tout ce qui se passe. Voilà. Donc, si vous rajoutez simplement le fait qu'on n'a pas le choix et qu'on est quasiment tous les 15 jours sollicité, qu'on n'est pas sûr que ça serve à quelque chose, vous pouvez même dire qu'il y a des tas de groupes de réflexion comme le CEREME qui disent que ça ne sert à rien, que c'est pas une bonne solution de le mettre en terre. Et puis, le troisième point, c'est qu'on aimerait bien qu'elles soient pas imposées autour de nous. L'une des éoliennes, ça se voit à 50 km. On n'est pas en train de parler de la dimension d'une commune. Le problème de fond, il est là. C'est-à-dire que ça crée des clivages dans les communes et ça crée des clivages forts entre les communes sur lesquelles... Alors maintenant, je rebondis sur ce qu'on a... Pardon, parce que là, à chaque fois, vous faites des interventions qui sont un peu trop longues. Donc, je préfère vous interrompre et vous redonner la parole plusieurs fois. Excusez-moi de mener le débat d'une façon un petit peu directive, Jean-Marie Virly. Mais je le fais parce que finalement, je vais aller d'une certaine façon dans votre sens et dans le sens des habitants de la commune des Poisses qui sont inquiets avec l'extrait d'un documentaire qui a été diffusé il y a quelques mois sur Public Sénat, qui est toujours d'ailleurs disponible en replay. Vent contraire pour les maires, documentaire signé Jérôme Rabier. Alors on est dans la Somme, on est avec l'ancien maire de Grécourt qui est agriculteur. Écoutez-le. Didier Van Morleghem était maire du village et il a validé les éoliennes. Mais c'est aussi lui qui vit au plus près et désormais il regrette. Tant qu'on les a pas sous les yeux, on ne se rend pas compte. Et, moi je pensais pas qu'ils allaient dépasser mes toitures et tout ça. Aujourd'hui,
Donc là, vous les voyez de chez vous, depuis l'intérieur de chez vous. J'en vois même une qui tourne dans ma télé. Ah oui? On va me dire qu'il faut déplacer votre télé, mais bon, moi j'étais là avant eux quand même. Bah oui. Quand il y a du vent le soir dans la cour, en fait, ça fait caisse de résonance. Et le bruit, il reste dans la cour, en fait. Ouais. C'est infernal. À vivre, c'est infernal. Mais le principal désagrément n'est pas là. Il y aurait, selon lui, un impact sur son élevage depuis l'implantation des machines à proximité. Oui, au début que le parc a été mis en activité, on a eu des problèmes notamment avec des veaux. Les tout premiers problèmes sont venus avec des veaux qui ont refusé de se nourrir. On a eu 4 veaux dans un mois, dans le même mois, qui se sont laissés mourir de faim. On a eu dans cette travée-là 2 bêtes qui sont mortes, des vaches adultes, qui sont mortes le même jour. Moi, je fais ça depuis 18 ans, j'en ai 56. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je pense qu'il faut que les hautes autorités prennent conscience qu'on ne peut pas monter des projets soi-disant écologiques et en contrepartie mettre à mal des animaux qui n'ont rien demandé. Mais à ce jour, aucune étude n'a prouvé le lien entre ces décès et l'implantation des éoliennes. Alors évidemment, la conclusion de cette séquence de Jérôme Raby, elle est importante. Ronan Dantec, mais ça rejoint la question de la santé, une vraie interrogation des riverains quand on décide d'installer des éoliennes ou pas. Est-ce qu'il y a des études qui peuvent rassurer nos téléspectateurs qui sont confrontés à cette question? Il y a un truc très simple. Il y a des éoliennes un peu partout en France. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une mortalité particulière en France aujourd'hui liée à l'éolien. Non, par contre, on a... Non, mais là c'est sur les animaux, par exemple. Oui, mais on a des problèmes dans un certain nombre d'endroits, un peu toujours les mêmes, qu'il y ait éolienne ou pas, mais qui sont plutôt liés à des mauvaises isolations des câbles. Et donc ça, c'est une responsabilité d'Enedis. Et c'est pas lié... Alors, je ne comprends pas, pardon, c'est quoi le souci d''isolation ? C'est pas lié à l'éolienne qui tourne, c'est lié au câble qui passe, électrique, qui est mal isolé, qui touche des poches diverses et variées. Et on a le même problème avec des câbles qui sont des câbles électriques entre 2 points, mais sans qu'il y ait d'éoliennes. Donc là, je pense qu'on a des problèmes d'isolation d'un certain nombre de câbles. Et effectivement, le problème en France, et ça, c'est un problème qu'on a connu dans tous les domaines. J'ai même fait une commission d'enquête sur les grands projets et on avait toujours la même chose. C'est qu'on a un problème de transparence en France. On a du mal à mettre toujours toutes les données sur la table, y compris des fois les développeurs éoliens, puisqu'on avait un problème de ce type dans une ferme de Loire-Atlantique et on a mis très longtemps à obtenir d'éteindre quelques jours l'éolienne pour voir ce qui se passait. Et là aussi, l'exploitant, le développeur éolien était en résistance. Donc c'est pour dire qu'on a aussi quelques cow-boys dans la profession qui n'ont pas aidé. Moi, je vais dans le sens de Françoise Gatel. Alors, c'est très intéressant ce qu'a dit Françoise Gatel, parce qu'a priori, on peut trouver une majorité la semaine prochaine pour supprimer le droit de veto, a priori, si j'entends bien Françoise Gatel, ce qui va simplifier les choses pour la suite. Mais en fait, le problème, effectivement, qu'on a, et moi j'ai proposé aussi qu'on passe par un appel à manifestation d'intérêt sur les territoires qui assument de faire leur part mais qui veulent être concertés en disant on veut bien de l'éolien, proposez-nous les projets les mieux intégrés qui finalement captent aussi le plus, y compris l'épargne locale, et le maire derrière, le conseil municipal peut dire ce projet est meilleur. Donc je crois qu'on est tous assez d'accord pour dire qu'il y a une marge de progrès sur l'acceptabilité, qu'il faut répartir au niveau national et régional, mais la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit de fait aussi des productions par région qu'il faudra décliner au niveau des SCOT et des PLUI. Moi, je pense qu'on n'est pas très très loin de trouver l'équilibre et que cette loi permet un débat finalement assez... Je me demande si vous n'êtes pas un peu optimiste quand même. Je suis toujours optimiste. Mais je ne suis pas sûr que localement tous les élus disent ça et que politiquement toute la droite, on l'a démontré avec Mathieu, disent ça. Il y a quand même une vraie différence. Aujourd'hui, le prix de l'électricité dans un certain nombre de communes a été multiplié par 4. Il y a la crise en Ukraine, le gaz n'est plus une solution et on sait qu'il n'y a que... Mathieu voulait intervenir. Mathieu Croissando. Ça change le débat. Pardon, mais pourquoi il n'y a pas d'éoliennes en ville ? Parce qu'elle doit être éloignée à minimum de 50%. De 500 mètres. Vous en mettez en plein milieu du jardin de Luxembourg ? Il y a 500 mètres. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on dira ? En ville, du coup, si on prend le cas du jardin du Luxembourg, en ville, il y a les incinérateurs qui font les réseaux de chaleur. Il y a... Donc en ville, il n'y en a pas besoin.
Alors il y a une technologie, c'est les cubes qu'on met sur les immeubles à toit plat il y a aussi et qui ça, peuvent fonctionner comme des éoliennes. C'est vrai que c'est toujours les campagnes. Vous n'en avez pas eu dans le centre-ville, on dirait oh là là, ça dénature le centre de Paris, il n'en faut pas. Au jardin Luxembourg, vous êtes fous, vous n'allez pas en mettre à côté de Notre-Dame de la Garde. L'hôpital, il est en ville, il sert aussi au milieu rural. Ça n'existe pas de dire qu'il y aurait le milieu rural d'un côté, le milieu urbain de l'autre. Non, mais il n'y en a aucune en ville. Allez, Françoise Gatel là-dessus. Françoise, s'il vous plaît, on écoute Françoise Gatel là-dessus. Ronan, moi j'aime son côté, ça va le faire. Oui. Oui, mais bon, je veux dire, sincèrement, moi je pense qu'on a, encore une fois, on a mis en évidence qu'aujourd'hui on se paye des problèmes parce qu'on a eu une méthode désordonnée et on bricole. Voilà. Et donc après, il faut remonter le courant. Donc, je pense qu'il y a cette idée de stratégie, il faut régler toutes les questions. Et qu'effectivement, moi j'entends votre question. Toi, tu peux dire ce que tu veux, mais les gens qui habitent un peu partout, ils disent tout ça c'est bien gentil, mais c'est à la campagne qu'on prend l'eau, à la campagne qu'on met les éoliennes. Donc nous, on sert d'espèce de grenier d'énergie et tout. Donc les gens, ça les énerve. Quand en plus on leur explique qu'ils peuvent plus rouler avec leur vieille voiture. Non, mais la vraie vie, c'est ça aussi. Maintenant, moi, je pense qu'on a aussi d'autres problèmes à régler qui sont devant nous. Et je veux pas gâcher la soirée. Mais quand on met des éoliennes sur terre, je ne parle pas de l'éolien en mer, moi j'y suis plutôt favorable dès lors que c'est bien fait. Quand vous venez poser une éolienne, il faut mettre, je crois, tu me démentiras si je fais une erreur, 1500 tonnes de béton, d'accord, pour tenir l'éolienne. Dans 15 ans... Qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, alors, dans 15 ans, il va falloir démonter tout ça, donc j'espère que la société qui a implanté l'éolienne, elle sera toujours là dans 15 ans, d'accord, pour démonter tout ça, il ne sera pas à charger quand même. Et enfin, mon cher Ronan, c'est là où on ne va plus être d'accord du tout. C'est qu'on a... Attends. Non, mais attends. À côté de ce dont on parle qui est important, on a un autre sujet qui est le zéro artificialisation nette. Et on nous dit, vous arrêtez d'aller camper dans les terres agricoles. Parfait. Sauf que... Et si vous artificialisez, vous devez produire autant de terres de nature. Et il se trouve, sauf erreur de ma part, que les éoliennes, avec leur emprise sur terre et leurs 1500 tonnes de béton, ça n'est pas considéré comme de l'artificialisation. C'est Michel Juria qui peut répondre à ça. On a un sujet là-dessus. Est-ce que c'est de l'artificialisation des terres, et deux, qu'est-ce qu'on en fera à la fin de vie des éoliennes? Bon, alors, plusieurs sujets. Rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes. Premièrement, sur les fondations d'une éolienne. Une éolienne, en termes de fondation, c'est l'équivalent des fondations de 2 maisons. Bon, donc, ça donne un ordre de grandeur. Quand on regarde le nombre... En Ile-de-France, on construit 70 000 logements par an. Donc en fait, quand on regarde ce que ça représente, il y a 8 000 éoliennes en France aujourd'hui, c'est marginal en termes... Bon, les déchets du BTP, donc le béton notamment, c'est ce qu'on appelle des déchets inertes. Donc en fait, vous démontez votre éolienne, ce qui se passe, vous allez dans le Finistère, vous allez autour de Perpignan, etc. Vous démontez votre éolienne, vous grattez le sol, vous concoincez ça, vous mettez ça en sous-couche de route. Ce sont des déchets qui sont inertes, donc qui ne se transforment pas, qui ne rentrent pas des nappes phréatiques, etc. et vous remettez de la terre végétalisée. Mais est-ce que les entreprises s'engagent à le faire? Enfin, c'est la loi. C'est la loi, c'est prévu dans la loi. Et il y a des dotations. Et une éolienne, c'est un mode de production d'électricité, c'est un équipement industriel, donc ça appartient à quelqu'un. Ça appartient à quelqu'un. Alors certes, ça se vend, ça se rachète, etc. Mais ça appartient à quelqu'un. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'éolienne, ça n'existe pas en fait. C'est un mode de production d'électricité, et d'ailleurs au prix auquel aujourd'hui est l'électricité, c'est un mode de production dont on a tout intérêt à posséder. Donc à ce jour, il n'y a pas de sujet avec ça. Néanmoins, un dernier mot. Pour le coup, là où je pense que c'est vraiment très important, il faut avancer sur rappeler que pas de transition sans énergie renouvelable et notamment sans éolien. En ce moment, en France, on aurait encore plus de difficultés si on n'avait pas d'énergie renouvelable. L'éolien, c'est 8%. Ce week-end, c'était 20% de notre consommation d'électricité, l'éolien. Donc, vous vous rendez compte dans quelle situation on serait sans ça. Et par contre, là où c'est très clair, c'est qu'il faut faire évoluer la méthode pour donner de la visibilité, mieux répartir. On l'a compris. Et partager les bénéfices. Et on l'a déjà dit. Merci beaucoup. Partager les bénéfices, c'était une des thématiques que je voulais aborder. Ce sera pour une autre fois. Merci à tous d'avoir participé à ce débat ici en plateau et depuis Époisse. Évidemment, à bientôt sur Public Sénat. Voilà, je vous donne rendez-vous demain, évidemment, 18h et 22h pour un nouveau numéro de Sens Public. D'ici là, la matinale, Oriane Mancini qui reçoit demain matin Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme. Belle soirée à toutes et à tous.